le seigneur mystique, les origines de l'interdiction de rire. Un seigneur de guerre interdisant à sa femme de rire plus de 3 fois par jour. Découvrez les lois troublantes d'Uesugi Kenshin, le dragon d'Echigo. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager cette histoire stupéfiante. Au XVIe siècle, Uesugi Kenshin, né en 1530, était un daimyo légendaire du Japon féodal, connu pour sa bravoure dans les guerres du Sengoku Jidai. Selon les chroniques de l'époque, comme le Hojo Godaiki, il imposa une règle étrange à sa femme, ne pas rire plus de 3 fois par jour, croyant que des rires excessifs perturbaient l'harmonie cosmique et attiraient le malheur. Cette interdiction, ancrée dans ses croyances bouddhistes et shintoïstes, visait à maintenir l'équilibre spirituel de sa maison. Imaginez être l'épouse de Kenshin, comptant vos rires dans l'ombre d'un château, sous le regard scrutateur d'un seigneur mystique. Dès son ascension comme chef du clan Uesugi dans les années 1150, Kenshin montra une discipline rigoureuse. Selon l'historien Stephen Turnbull, dans Samurai Commanders, il voyait dans les rires, surtout féminins, une source de désordre spirituel influencée par des moines zen qui prônaient la retenue. Les chroniques décrivent des scènes où sa femme, une figure anonyme dans les textes, devait surveiller ses émotions, sous peine de réprimande publique. Les psychologues modernes pourraient analyser cette règle comme un signe de troubles obsessionnels compulsifs, où Kenshin projetait ses peurs de chaos sur sa famille. Imaginez être une servante, surveillant votre maîtresse, terrifiée à l'idée qu'un rire de trop provoque la colère du daimyo. Cette interdiction n'était pas sans conséquences. Selon Turnbull, les serviteurs du château d'Echigo étaient chargés de signaler tout rire excessif et les transgressions pouvaient entraîner des punitions, comme l'isolement de l'épouse. Une anecdote raconte qu'une servante, entendant un 4e rire, dénonça sa maîtresse, provoquant une réprimande humiliante. Les historiens notent que cette règle renforçait le contrôle de Kenshin sur son entourage, reflétant sa vision d'un ordre absolu. Les psychologues pourraient y voir une tentative de dominer par la peur, où le rire, symbole de joie, devenait une menace. Imaginez être cette épouse, étouffant un éclat de rire, craignant les conséquences d'un moment de bonheur. Ses débuts marquèrent Kenshin comme un seigneur à la fois brillant et autoritaire. Si cette règle semble déjà déroutante, ce qui suit est encore plus troublant. La prochaine partie explorera comment Kenshin intégra cette interdiction dans sa vie militaire. Mais ce n'est pas fini. L'histoire devient encore plus ténébreuse. Le guerrier et l'harmonie, l'interdiction de rire dans la vie militaire. Si l'interdiction de rire, imposée par Uesugi Kenshin à sa femme, révélait son obsession pour l'harmonie spirituelle, son intégration de cette règle dans sa vie militaire transforma cette excentricité en un outil de discipline pour son armée. Dans un Japon déchiré par les guerres du Sengoku Jidai, Kenshin, le dragon d'Echigo, croyait que contrôler les émotions, y compris le rire, renforçait la force spirituelle de ses guerriers. Cette partie explore comment cette loi étrange s'étendit au-delà de sa famille, influençant ses campagnes militaires et semant la peur parmi ses hommes. Dans un monde où chaque bataille pouvait être la dernière, Kenshin imposa un silence oppressant, où même un éclat de rire pouvait coûter cher. Si vous pensiez que son contrôle familial était déroutant, attendez de découvrir comment il imposa cette discipline sur le champ de bataille. Vers les années 1550, Uesugi Kenshin, alors dans la trentaine, était au sommet de sa puissance militaire. Selon les chroniques du Hojo Godaiki,
il étendit son interdiction de rire à ses vassaux et soldats, croyant que des rires excessifs perturbaient l'équilibre cosmique et affaiblissaient leur lien avec les divinités shintoïstes qui protégeaient son clan. Les rires, considérés comme une perte de discipline, étaient limités et les contrevenants risquaient des punitions sévères, allant de l'humiliation publique à l'exil. Les chroniqueurs décrivent des scènes où des guerriers, après une victoire, étaient réprimandés pour avoir ri trop fort autour d'un feu de camp. Les psychologues modernes pourraient analyser cette règle comme une extension de l'obsession de Kenshin pour l'ordre, où il projetait ses croyances mystiques sur son armée. Imaginez être un samouraï, épuisé après une bataille, retenant un rire de soulagement sous le regard perçant de votre seigneur. Cette discipline rigoureuse s'intégrait dans la stratégie militaire de Kenshin. Selon l'historien Stephen Turnbull dans Samurai Commanders, Kenshin, influencé par le bouddhisme zen, croyait que la retenue émotionnelle renforçait la concentration et la bravoure. Lors des batailles de Kawanakajima contre Takeda Shingen, il ordonnait à ses hommes de méditer avant le combat, interdisant tout rire pour préserver leur pureté spirituelle. Une anecdote raconte qu'un jeune samouraï, riant après avoir échappé à une embuscade, fut forcé de s'agenouiller devant Kenshin pour s'excuser, sous peine d'être banni. Les historiens notent que cette règle renforçait la réputation de Kenshin comme un chef implacable, mais créait aussi une atmosphère de tension parmi ses troupes. Les psychologues pourraient y voir une forme de contrôle psychologique où Kenshin utilisait la peur du rire pour maintenir une discipline absolue. Imaginez être ce samouraï, étouffant votre joie de vivre pour obéir à un seigneur qui voit le mal dans un sourire. Cette interdiction ne fut pas sans résistance. Selon Turnbull, certains vassaux, frustrés par ces restrictions, murmuraient en secret, comparant Kenshin à un moine fanatique. Une histoire raconte qu'un groupe de soldats, après une victoire, organisa une fête clandestine pour rire librement, mais fut découvert et sévèrement puni. Les femmes du camp, souvent des épouses ou des servantes, étaient particulièrement surveillées, car Kenshin croyait qu'elles étaient plus enclines à troubler l'harmonie. Les psychologues pourraient analyser cette misogynie comme une projection des insécurités de Kenshin, où il voyait dans le rire féminin une menace à son autorité. Imaginez être une servante dans le camp, surveillant vos moindres gestes, craignant qu'un éclat de rire ne vous trahisse. Cette discipline militaire, bien que rigoureuse, contribua au succès de Kenshin, mais à quel prix? Si cette extension de l'interdiction semble déjà oppressante, ce qui suit est encore plus troublant. La prochaine partie explorera comment cette règle affecta sa relation avec ses alliés et ses ennemis. Mais ce n'est pas fini. L'histoire devient encore plus saisissante. Les alliés et les ennemis. L'interdiction de rire comme arme diplomatique. Si l'interdiction de rire imposée par Uesugi Kenshin à ses soldats renforçait la discipline militaire, son application dans ses relations avec ses alliés et ses ennemis transforma cette règle étrange en un outil diplomatique et psychologique. Dans le chaos du Sengoku Jidai, Kenshin, surnommé le dragon d'Echigo, utilisait cette restriction pour projeter une image de contrôle absolu, intimidant ses adversaires et testant la loyauté de ses alliés. Cette partie explore comment cette loi insolite, née d'une obsession spirituelle, devint une arme pour manipuler les perceptions et maintenir son pouvoir. Dans un Japon où les alliances étaient fragiles, Kenshin fit du silence un symbole de sa domination. Si vous pensiez que son contrôle militaire était oppressant,
attendait de découvrir comment il imposa cette règle à ses alliés et ennemis. Dans les années 1560, Uesugi Kenshin, alors au zénith de sa puissance, était craint et respecté par ses pairs. Selon les chroniques du Sengoku Jidai, il exigeait que les délégations alliées, lors des rencontres diplomatiques, respectent son interdiction de rire, croyant que des éclats de rire pouvaient rompre l'harmonie des négociations. Les chroniqueurs décrivent des scènes où des émissaires, invités au château de Kasugayama, étaient avertis de limiter leur rire sous peine de mécontenter le daimyo. Une anecdote raconte qu'un émissaire du clan Hojo, riant lors d'un benkei, fut publiquement réprimandé par Kenshin, qui interpréta ce geste comme un manque de respect. Les psychologues modernes pourraient analyser cette pratique comme une forme de manipulation, où Kenshin utilisait le contrôle des émotions pour établir sa supériorité. Imaginez être cet émissaire, surveillant chaque sourire, conscient qu'un rire pourrait compromettre une alliance fragile. Cette règle affecta également ses ennemis. Selon Stephen Turnbull, dans Samurai Commanders, Kenshin envoyait des espions pour observer les comportements dans les camps adverses, notant tout rire excessif comme un signe de faiblesse spirituelle. Lors des batailles de Kawanakajima contre Takeda Shingen, il fit circuler des rumeurs selon lesquelles son propre camp était exempt de rire, renforçant son image de discipline inébranlable. Une histoire rapporte qu'un espion de Kenshin, infiltré dans le camp de Shingen, rapporta que des soldats riaient bruyamment, ce qui convainquit Kenshin de lancer une attaque surprise, croyant ses ennemis désorganisés. Les historiens notent que cette stratégie psychologique intimidait ses adversaires, mais alimentait aussi leur méfiance. Les psychologues pourraient y voir une projection de la paranoïa de Kenshin, où il voyait dans le rire une menace à son autorité. Imaginez être un soldat ennemi, apprenant que Kenshin espionne vos rires, terrifié par l'idée qu'un moment de joie puisse sceller votre défaite. Les alliés de Kenshin, bien que loyaux, trouvaient cette règle oppressive. Selon Turnbull, certains daimyos alliés, comme ceux du clan Satomi, se plaignaient en privé de l'atmosphère tendue lors des conseils de guerre, où tout rire était surveillé. Les femmes des délégations, souvent des épouses ou des filles de nobles, étaient particulièrement scrutées, Kenshin croyant qu'elles pouvaient troubler l'harmonie. Les psychologues pourraient analyser cette dynamique comme une tentative de Kenshin de contrôler non seulement ses proches, mais aussi ses partenaires politiques. Imaginez être une noble alliée, étouffant un rire lors d'un banquet, craignant que votre spontanéité ne rompe une alliance. Cette utilisation diplomatique de l'interdiction renforça la légende de Kenshin, mais sema aussi la discorde. Si ces tensions semblent déjà dramatiques, ce qui suit est encore plus poignant. La prochaine partie explorera la vie spirituelle de Kenshin et l'influence de ses croyances sur cette règle. Mais ce n'est pas fini. L'histoire devient encore plus troublante. Le mysticisme obsessionnel, les croyances spirituelles, derrière l'interdiction. Si l'interdiction de rire servit d'arme diplomatique pour Uesugi Kenshin, elle trouva ses racines dans son mysticisme profond, mêlant bouddhisme zen et croyances shintoïstes. Convaincu que des rires excessifs perturbaient l'harmonie cosmique et attiraient les esprits maléfiques, Kenshin imposa cette règle comme un rituel spirituel, reflet de sa quête d'équilibre divin. Cette partie explore comment ses croyances religieuses façonnèrent cette loi étrange, transformant son château en un sanctuaire de silence et de discipline. Dans un Japon où les divinités guidaient les destins, Kenshin devint un seigneur dont la foi rigide étouffa la joie.
Si vous pensiez que son contrôle diplomatique était oppressant, attendez de découvrir comment sa spiritualité façonna cette tyrannie silencieuse. Vers 1565, Kenshin, alors dans la quarantaine, s'immergea davantage dans le bouddhisme zen, influencé par des moines de l'école Rinzai. Selon les chroniques du Sengoku Jidai, il croyait que le rire, en tant qu'expression émotionnelle incontrôlée, perturbait l'équilibre entre les mondes terrestres et divins, attirant le malheur sur son clan. Les chroniqueurs décrivent des scènes où Kenshin méditait des heures dans son temple personnel, ordonnant à sa femme et à ses serviteurs de limiter leur rire pour préserver la pureté spirituelle du château. Une anecdote raconte qu'un moine, entendant l'épouse de Kenshin rire lors d'une cérémonie, avertit le daimyo que les kami, esprits shintoïstes, étaient offensés, provoquant une réprimande sévère. Les psychologues modernes pourraient analyser cette obsession comme un signe de trouble obsessionnel compulsif, où Kenshin cherchait à contrôler l'imprévisible à travers des rituels stricts. Imaginez être son épouse, surveillant vos émotions dans un temple silencieux, à des terrifiés par l'idée qu'un rire offense les dieux. Cette foi influença toute sa cour. Selon Stephen Turnbull, Kenshin consultait régulièrement des moines et des prêtres shintoïstes pour interpréter les signes divins, et l'interdiction de rire devint un rituel quasi sacré. Les serviteurs devaient signaler tout rire excessif, et les contrevenants étaient parfois forcés de méditer ou de jeûner pour purifier leurs fautes. Une histoire rapporte qu'une servante, surprise à rire avec des enfants, fut envoyée dans un temple isolé pour expier son péché. Les historiens notent que ces pratiques renforçaient l'aura mystique de Kenshin, mais aliénaient son entourage. Les psychologues pourraient y voir une forme de fanatisme religieux, où Kenshin imposait ses croyances pour apaiser ses peurs spirituelles. Imaginez être cette servante, riant innocemment avec des enfants, puis envoyée dans l'isolement pour un simple moment de joie. Les femmes, en particulier, étaient visées par cette règle. Kenshin, influencé par des croyances shintoïstes sur la pureté féminine, voyait leur rire dit comme une menace plus grande à l'harmonie. Selon Turnbull, il ordonnait à sa femme de tenir un journal de ses rires, une pratique humiliante qui renforçait son contrôle. Les psychologues pourraient analyser cette misogynie comme une projection de ses insécurités, où il craignait que les émotions féminines ne compromettent son lien avec les divinités. Imaginez être une femme de la cour, notant chaque rire dans un journal, consciente que chaque sourire est surveillé par un seigneur mystique. Cette obsession spirituelle marqua la vie de Kenshin, mais alimenta aussi les tensions. Si cette rigueur semble déjà oppressante, ce qui suit est encore plus dramatique. La prochaine partie explorera la paranoïa croissante de Kenshin et son impact sur sa cour. Mais ce n'est pas fini. L'histoire devient encore plus inquiétante. La paranoïa du daimyo, l'interdiction et la peur du chaos. Si les croyances mystiques d'Uesugi Kenshin donnèrent une justification spirituelle à son interdiction de rire, sa paranoïa croissante dans les années 1570 transforma cette règle en un instrument de surveillance oppressante. Convaincu que des rires excessifs pouvaient signaler des complots ou des malédictions, Kenshin intensifia le contrôle de sa cour, traquant les moindres écarts comme des signes de trahison. Cette partie explore comment sa peur du chaos, alimentée par les guerres et les rivalités, plongea son château dans une atmosphère de suspicion et de terreur. Dans un Japon où la loyauté était fragile,
Kenshin devint un seigneur dont l'obsession pour le silence menaçait de briser son entourage. Si vous pensiez que son mysticisme était troublant, attendez de découvrir comment sa paranoïa transforma le rire en crime. Vers 1570, Kenshin, alors dans la cinquantaine, était un daimyo respecté mais craint. Selon les chroniques du Sengoku Jidai, il croyait que les rires, surtout ceux de sa femme et de ses proches, pouvaient être exploités par des ennemis pour affaiblir son clan. Les chroniqueurs décrivent des scènes où des espions étaient déployés dans le château de Kasugayama pour écouter les conversations et signaler tout rire excessif. Une anecdote raconte qu'une servante, surprise à rire lors d'une fête privée, fut accusée de comploter contre Kenshin et exilée dans un village reculé. Les psychologues modernes pourraient analyser cette paranoïa comme un symptôme de stress post-traumatique, exacerbé par des décennies de guerres incessantes. Imaginez être cette servante, riant avec des amis, puis traînée devant Kenshin, accusée d'un crime que vous ne comprenez pas. Cette paranoïa s'étendit à sa famille. Selon Stephen Turnbull, Kenshin surveillait étroitement sa femme, exigeant qu'elle rapporte tout rire à ses conseillers spirituels. Une histoire raconte qu'elle fut forcée de s'isoler pendant une semaine après avoir ri lors d'une visite d'un moine. Kenshin y voyant un signe de désobéissance. Les historiens notent que cette surveillance renforçait l'isolement de sa femme, la transformant en une figure silencieuse dans les chroniques. Les psychologues pourraient y voir une forme de violence psychologique, où Kenshin utilisait la peur pour contrôler les émotions de son entourage. Imaginez être son épouse, vivant dans l'ombre d'un seigneur qui voit chaque sourire comme une menace à son pouvoir. La cour vivait dans une tension constante. Selon Turnbull, même les vassaux loyaux étaient surveillés et les rires lors des banquets étaient enregistrés par des scribes. Les femmes, considérées comme plus susceptibles de troubler l'harmonie, étaient particulièrement visées et certaines furent bannies pour des transgressions mineures. Les psychologues pourraient analyser cette période comme un point culminant de la mégalomanie de Kenshin, où il cherchait à contrôler l'impossible pour apaiser ses peurs. Imaginez être un vassal, surveillant vos propres rires lors d'un banquet, terrifié par l'idée qu'un éclat de joie puisse vous coûter votre place. Cette paranoïa fragilisa la cour de Kenshin, annonçant des fissures dans son règne. Si cette oppression semble déjà suffocante, ce qui suit est encore plus poignant. La prochaine partie explorera la résistance croissante à cette règle dans son clan. Mais ce n'est pas fini. L'histoire devient encore plus dramatique. La résistance silencieuse défiait l'interdiction de rire. Si la paranoïa d'Uesugi Kenshin transforma l'interdiction de rire en un outil de terreur, elle provoqua également une résistance silencieuse au sein de son clan et de son entourage. Lassés par cette règle oppressive, certains vassaux, serviteurs et même membres de sa famille défièrent secrètement cette loi, risquant punitions et exil pour préserver un semblant de liberté. Cette partie explore comment ces actes de rébellion, bien que discrets, révélèrent les limites du contrôle de Kenshin et plantèrent les graines de la discorde. Dans un château où le silence était roi, des murmures de défiance commencèrent à ébranler l'autorité du daimyo. Si vous pensiez que sa paranoïa était suffocante, attendez de découvrir comment son peuple osa défier ces flammes silencieuses. Vers 1575, Kenshin, alors vieillissant, intensifia la surveillance de son château. Selon les chroniques du Sengoku Jidai, les serviteurs étaient tenus de signaler tout rire excessif et les contrevenants risquaient des châtiments sévères.
allant de l'isolement à l'exil. Cependant, des actes de résistance émergèrent. Les chroniqueurs décrivent des scènes où des servantes organisaient des réunions secrètes dans les jardins du château pour rire librement, loin des regards des espions de Kenshin. Une anecdote raconte qu'une servante, surprise à rire avec des enfants, cacha son acte en prétendant chanter une prière, évitant ainsi la punition. Les psychologues modernes pourraient analyser cette résistance comme une réponse naturelle à une oppression psychologique, où le rire devenait un acte de rébellion. Imaginez être cette servante, riant dans l'ombre d'un jardin, consciente qu'un éclat pourrait vous coûter votre liberté. Cette résistance s'étendit aux vassaux. Selon Stephen Turnbull, certains samouraïs, frustrés par l'atmosphère oppressive, se moquaient en privé de l'obsession de Kenshin, organisant des fêtes clandestines dans des villages reculés. Une histoire rapporte qu'un vassal, après une victoire militaire, invita ses hommes à rire librement dans une forêt, loin du château, mais fut dénoncé par un espion. Kenshin, furieux, le bannit, renforçant la peur, mais alimentant aussi la révolte. Les historiens notent que ces actes de défiance fragilisaient l'unité du clan, déjà épuisé par les guerres. Les psychologues pourraient y voir une lutte pour préserver l'humanité face à un contrôle tyrannique. Imaginons d'être ce vassal, riant sous les étoiles, puis confronté à la colère d'un seigneur qui voit le mal dans votre joie. Les femmes, particulièrement visées, jouèrent un rôle clé dans cette résistance. Selon Turnbull, l'épouse de Kenshin, bien que soumise en public, encourageait discrètement les servantes à défier la règlement privé. Une rumeur suggère qu'elle organisait des réunions où les femmes pouvaient rire sous prétexte de prière, défiant subtilement l'autorité de Kenshin. Les psychologues pourraient analyser cette résistance comme une tentative de préserver l'autonomie dans un environnement oppressif. Imaginez être une femme de la cour, riant en secret avec vos compagnes, consciente que chaque sourire est un acte de courage. Ces actes de résistance révélèrent les limites du pouvoir de Kenshin. Si cette défiance semble déjà audacieuse, ce qui suit est encore plus tragique. La prochaine partie explorera la chute de Kenshin et l'effondrement de son interdiction. Mais ce n'est pas fini. L'histoire devient encore plus poignante. La chute du dragon, l'effondrement de l'interdiction de rire. Si la résistance silencieuse révéla les fissures dans l'autorité d'Uesugi Kenshin, sa chute en 1968 marqua l'effondrement de son interdiction de rire et de son règne marqué par la discipline spirituelle. Vieillissant et affaibli par les guerres, Kenshin s'accrocha à cette règle, mais la lassitude de son clan et les pressions externes mirent fin à son contrôle oppressant. Cette partie explore comment l'interdiction, autrefois symbole de sa foi mystique, devint un fardeau qui précipita son isolement et sa mort. Dans un Japon épuisé par les conflits, Kenshin devint un seigneur dont l'obsession pour le silence scella sa fin. Si vous pensiez que la résistance était audacieuse, attendez de découvrir comment le dragon d'Echigo s'effondra sous le poids de ses propres règles. En 1578, Kenshin, alors âgé de 48 ans, était physiquement et mentalement épuisé par des décennies de bataille. Selon les chroniques du Sengoku Jidai, son interdiction de rire devint moins stricte, car même ses conseillers spirituels doutaient de son efficacité. Les chroniqueurs décrivent des scènes où les serviteurs, autrefois terrifiés, riaient ouvertement dans les couloirs du château, sentant l'autorité de Kenshin s'affaiblir. Une anecdote raconte qu'un jeune samouraï, riant lors d'un banquet, ne fut pas puni, signe que la règle perdait son emprise.
Les psychologues modernes pourraient analyser cette période comme un effondrement narcissique où Kenshin, confronté à l'échec de son contrôle, sombra dans l'isolement. Imaginez être ce samouraï, riant sans crainte pour la première fois, conscient que le pouvoir du daimyo s'effrite. La mort de Kenshin, probablement d'un accident vasculaire cérébral, est entourée de légendes. Selon Stephen Turnbull, certains récits suggèrent qu'il fut empoisonné par un vassal lassé de ses règles oppressantes. Une histoire raconte qu'un rire collectif éclata dans le château après sa mort, comme un symbole de libération. Les historiens notent que cette période marqua le retour des traditions plus libres, où les rires n'étaient plus surveillés. Les psychologues pourraient y voir une catharsis collective, où le clan cherchait à se libérer du joug spirituel de Kenshin. Imaginez être un serviteur, entendant des rires résonner dans le château, soulagé mais hanté par des années de silence. Après sa mort, le clan Uesugi s'effondra dans des luttes de succession. Selon Turnbull, ses successeurs abandonnèrent l'interdiction de rire, restaurant une atmosphère plus détendue. Les femmes, libérées de la surveillance, reprirent leur place dans les rituels sociaux. Les psychologues pourraient analyser cet effondrement comme une leçon sur les dangers de l'obsession, où la quête d'harmonie de Kenshin devint sa perte. Imaginez être un noble assistant aux funérailles de Kenshin, sentant la fin d'une ère oppressante. La chute de Kenshin marqua la fin de son interdiction, mais son mythe perdura. Si cette période semble déjà tragique, ce qui suit est encore plus fascinant. La prochaine partie explorera l'héritage de Kenshin et son impact sur le Japon. Mais ce n'est pas fini. L'histoire devient encore plus captivante. L'héritage du dragon, Uesugi Kenshin, dans l'imaginaire japonais. Si la chute d'Uesugi Kenshin mit fin à son interdiction de rire, son héritage, marqué par cette règle étrange et sa quête d'harmonie spirituelle, laissa une empreinte ambiguë sur le Japon féodal et au-delà. Ces pratiques, bien que rejetées par ses successeurs, devinrent un symbole de sa discipline légendaire, fascinant les générations futures. Cette dernière partie explore comment l'histoire de Kenshin et de son contrôle des rires survécut dans les récits, la littérature et la culture populaire, transformant un daimyo tyrannique en une figure à la fois à admirer et crainte. Dans un monde captivé par les figures non complexes, Kenshin reste une énigme, un seigneur dont le silence continue d'échoer. Si vous pensiez que sa chute était tragique, attendez de découvrir comment Uesugi Kenshin hante encore l'imaginaire japonais. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager ce qui vous a le plus choqué dans cette saga. Après la mort de Kenshin en 1578, le Japon féodal chercha à oublier ses règles oppressantes. Selon Stephen Turnbull dans Samurai Commanders, ses successeurs, comme Uesugi Kagekatsu, restaurèrent les traditions plus libres et l'interdiction de rire fut reléguée aux légendes. Les chroniques du Sengoku Jidai furent réécrites pour glorifier les exploits militaires de Kenshin, minimisant ses excentricités. Une anecdote raconte qu'un moine, rédigeant une chronique, omit volontairement l'interdiction de rire, craignant de ternir la légende du dragon d'Eshigo. Les psychologues modernes pourraient analyser cet effacement comme une tentative de préserver l'image d'un héros, malgré ses défauts. Imaginez être ce moine, rédigeant une chronique, hésitant à mentionner une règle qui pourrait salir la mémoire d'un seigneur. Malgré ses efforts, l'héritage de Kenshin survécut dans les récits populaires. Selon Turnbull, des légendes décrivaient Kenshin comme un guerrier mystique,
dont l'interdiction de rire était vue comme une quête de pureté spirituelle. Ces histoires, bien que romancées, maintinrent son nom vivant, même sous une forme ambiguë. Au XIXe siècle, les érudits japonais redécouvrirent les chroniques du Sengoku Jidai, et l'interdiction de rire devint un sujet de fascination. Vu comme un signe de sa discipline ou de sa folie, les psychologues pourraient y voir une fascination pour les figures qui défient les normes, même au prix de leur chute. Imaginez être un érudit, lisant ces textes anciens, troublé par les récits d'un seigneur qui bannissait le rire. Dans la culture moderne, Kenshin devint une icône. Des romans, comme ceux de Ryotaro Shiba, et des séries comme Sengoku Basara, dépeignent Kenshin comme un guerrier charismatique, mais omettent souvent son interdiction de rire pour le rendre plus héroïque. Les films et documentaires sur le Sengoku Jidai explorent parfois cette règle comme un symbole de sa rigueur. Les psychologues pourraient analyser cette réinterprétation comme une réflexion sur le besoin humain de trouver du sens dans les actes extrêmes. Aujourd'hui, les visiteurs du château de Kazugayama murmurent encore sur le silence imposé par Kenshin, fascinés par son audace et terrifiés par sa tyrannie. Imaginez marcher dans les ruines de Kasugayama, sentant l'écho d'un rire interdit. Uesugi Kenshin reste une figure complexe, un daimyo dont l'interdiction de rire et la foi mystique marquèrent son époque. Ces règles, bien que disparues, continuent d'inspirer, nous rappelant les dangers de l'obsession. Si cette saga vous a secoué, cliquez sur j'aime, partagez et laissez un commentaire sur ce qui vous a le plus choqué. Abonnez-vous pour plonger dans d'autres récits historiques aussi troublants